Bonjour et bienvenue dans le Big QSO. Je suis Dimitri F4FLH et d'abord, avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous suivent aussi bien sur le podcast que sur YouTube. Puisque, comme vous le savez, maintenant le podcast est rediffusé directement également sur YouTube. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir Thierry, F6CUK, un passionné de radio qui va nous expliquer son expédition au Creuset. Alors, sans plus attendre, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et bien sûr à activer la cloche de notification sur YouTube pour pouvoir suivre les nouveaux épisodes qui arrivent très rapidement. En attendant, c'est parti pour le Big QSO. Alors, salut Thierry, j'espère que tu vas bien. Merci de nous consacrer un petit peu de temps aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous dire un petit peu qui tu es et comment tu es devenu radio-amateur ? Oui, bonjour à toi Dimitri et à tous les auditeurs. Donc j'ai commencé la radio, j'ai découvert le radio-amateurisme vers l'âge de 14 ans. Pour info, j'en ai 67. Donc parce que j'étais attiré par un petit peu le bricolage. À cet âge-là, on est ouvert un petit peu à tout. Et donc c'était dans les années 70, 71. Et assez rapidement, on m'a renvoyé vers un ami radio-amateur qui est toujours là, Bernard F6BAB, qui m'a drivé, qui m'a coaché pendant 2 ans, jusqu'à mes 16 ans. Il m'a expliqué ce que c'était que le monde amateur, m'a fait découvrir des gens, m'a expliqué la technique, etc. Et donc à l'âge de 16 ans, je me souviens très bien, avec maman, nous avons rempli le dossier pour faire la demande. Et la demande est partie. Et 6 mois après enquête, puisqu'à l'époque c'était un petit peu différent d'aujourd'hui, après enquête administrative, etc., j'ai reçu l'examinateur, je me souviens, dans le mois de juin. Et en octobre, j'obtenais ma licence, donc j'avais 16 ans et demi. Oui, parce qu'à l'époque, Voilà. à l'époque, effectivement, il fallait préparer un dossier, il fallait même monter, je crois, un petit schéma technique, il fallait faire une petite construction et il y avait des questions autour, je crois. Voilà, tout à fait. Alors ça s'est passé de la manière suivante. J'avais commandé un kit chez Hitkit, une boîte qui n'existe plus maintenant. Donc un petit transceiver qui faisait 3 bandes, qui était uniquement en télégraphie, qui sortait 1,5 watt, 2 watts sur 14, 21 et 7 mégas si ma mémoire est bonne. Donc après avoir monté ce kit, l'examinateur, donc il y avait bien sûr donc le dossier, il y avait une enquête administrative, j'ai été convoqué à la préfecture de police, on m'avait demandé en état civil, ils se sont renseignés un petit peu sur moi, mais c'est une enquête classique qui était faite pour tous les radioamateurs à l'époque. Et une fois que tout ça, ça a été fait, l'examinateur est venu, donc on est allé le chercher à la gare, c'était Monsieur Sigrand, 2XS, bien connu de tous les anciens. Il est venu à la maison, on était deux jeunes. Il nous a posé quelques questions techniques auxquelles on a essayé de répondre. Les réponses ont dû lui convenir. Et après, on est passé à l'épreuve de télégraphie. Donc, il a pris un livre. Il a manipulé, il nous a envoyé en morse donc un paragraphe. C'était d'ailleurs un de ses livres. Et ensuite, donc, il a corrigé les fautes. Il fallait faire moins de 5 fautes. Et comme on avait tous les deux passé ce barrage, il nous a fait manipuler, donc on a manipulé quelques mots. Et 1 heure après, il était satisfait, il nous a dit que c'était OK à quelques détails près. Et donc il est parti dans un autre radio-club, puisque là, pour moi, ça s'est passé chez moi avec le copain. Oui. Mais pour la session suivante, c'était dans un radio-club à Ribérac. Il a été conduit à Ribérac et ensuite, après le repas, on l'a reconduit à la gare. Voilà, et j'ai obtenu donc... l'examen s'est passé comme ça, c'était en 73. D'accord, oui, c'est vrai qu'à l'époque, maintenant ça a pas mal changé, hein. Maintenant c'est juste sur l'ordinateur et c'est beaucoup plus simple, mais à l'époque ça prenait quasiment au moins toute une matinée. Donc tu débutes en CW alors du coup ? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai débuté ma licence tout de suite en F6. Donc, à l'époque, c'était la partie télégraphie. J'ai commencé en télégraphie. Les premiers QSO ont été faits
en C double. J'avais que ce poste avec mes 2 watts, le dipôle. Et bon, je commençais à trafiquer comme ça. Et au bout d'un an, une grosse année, j'ai fait quelques économies. J'avais travaillé les étés. Je me suis acheté un transceiver, donc un vrai, on va dire. Et j'ai commencé à faire la phonie comme ça. Mais néanmoins, la graphie a toujours été pour moi le moyen le plus simple. Ça peut faire sourire, mais pour moi, c'est plus simple de prendre un manip et de faire des liaisons plutôt qu'un micro où il faut brailler. Il y a un tas faut vérifier le compresseur, le machin, le truc, et puis il y a tellement d'autres correspondants qui sont plus puissants, des antennes plus fortes, etc., que c'est toujours beaucoup plus la bagarre, me semble-t-il, pour un QSO normal, on s'entend, en graphique, en phonique. Pour moi, la graphie a toujours été le moyen le plus simple pour faire des liaisons. Donc, de tout temps, oui, et depuis le début, j'ai fait de la graphie. D'accord. Et là maintenant, alors, toujours en CW, tu fais un peu d'autres modes. C'est quoi à peu près tes activités à l'heure actuelle? Alors, bon, le souci, comme toute personne qui vieillit, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand même, on a réalisé beaucoup de choses. Donc, on va dire que au début, quand on démarre quelque chose, tout est à faire. Donc, comment dire, plus peut-être passionné, ou en tout cas, on y passe plus de temps. Aujourd'hui, bon, j'ai quand même réalisé pas mal de milliers de contacts, comme tous les anciens. Je contactais beaucoup de pays. Donc, mon trafic a un peu changé. On va dire en gros, bon, l'hiver, je fais des bandes basses, 40, 80, principalement en graphie, mais tout le monde le sait, il y a de moins en moins de gens qui font de la graphie et de plus en plus du FT8, donc c'est un petit peu moins, il y a un petit peu moins de correspondants. Donc les hivers, c'est des bandes basses, 40, 80, et au printemps, je me suis mis à faire du 6 mètres. Et là, sur 6 mètres, il y a quelques contacts à faire en télégraphie. Malheureusement, tout est à faire, surtout en FT8. Donc, on va dire que l'hiver, c'est de la graphie, du FT8 pour les expéditions, car c'est le moyen qu'elles utilisent le plus souvent, mais pas toujours. Donc, de la graphie, assez peu de phonie. La phonie, je ne la fais que lorsque je suis obligé, c'est-à-dire que l'expédition qui m'intéresse ou le contact ne fait que de la phonie. Donc, de la graphie, du FT8 quand je ne peux pas faire autrement, et vraiment, dernier recours, de la phonie. Et au printemps, je fais du 50 mégas et là, c'est 90% en FT8. Donc voilà, en gros, le trafic. Il y a une expédition actuellement pour imager en novembre 5 à Jarvis, Oui, dans j'ai le vu ça. Pacifique. Si je peux les accrocher en télégraphie, je le ferai, mais j'ai l'impression qu'ils font surtout du FT8 et les signaux sont pas très forts. Donc là encore, c'est la nécessité du trafic qui m'imposera le mode, mais si je peux les faire en graphie, c'est comme ça que je préfère. Oui, c'est quand même plus sympa d'avoir. Pour moi, oui, effectivement, c'est plus la CW, la graphie, donc, ou la phonie. Le FT8, j'avoue, j'ai un peu plus de mal. Mais tout le monde tout le monde en fait de plus en plus de toute façon, donc ça va devenir un mode courant. C'est déjà un mode courant. Euh, alors, Si tu oui, veux, je vais te donner une petite anecdote qui va peut-être faire sourire surtout les petits jeunes. Moi, quand j'ai commencé, donc, il y avait encore des gens qui faisaient de l'AM, de la modulation d'amplitude. mhm, 80% du trafic se faisait en SSB, en BLU. Et je me souviens très bien d'avoir rencontré des anciens qui ne juraient que par l'AM. La SSB, c'était pas bon, la modulation était pas bonne, on brouillait les fréquences, etc., etc. Et ils ne juraient que par l'AM. Et petit à petit, l'AM a complètement disparu. Je veux dire qu'avec le FT8 aujourd'hui, je ne pense pas que la télégraphie disparaisse complètement, mais c'est le mode de transmission à la mode qui est le plus efficace, le plus simple, qui se rapproche le plus de ce que les jeunes font, c'est-à-dire de l'informatique, traitement des signaux, les PC, tout ça. Donc, c'est forcément l'avenir, je ne dirais pas ça, mais en tout cas le mode de transmission qui aujourd'hui a le plus de succès. Qu'est-ce qu'il en sera demain? J'en sais rien, mais on ne peut pas tirer un trait sur le FT8, ça existe, c'est ce qui, encore une fois, euh, euh, intéresse le plus ou passionne le plus les jeunes. Il faut faire avec, mais ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on fait du FT8 qu'on peut pas faire autre chose, et c'est pas parce qu'on fait du FT8, et on en parlera tout à l'heure, j'en ai fait pas mal à creuser, qu'on ne peut pas faire à côté de la télégraphie ou de la phonie. L'un n'empêche pas l'autre,
c'est l'intérêt de notre passion, me semble-t-il, c'est que chacun puisse y trouver son compte. Ah, mais je suis à 200% d'accord avec toi. C'est vrai que chaque nouveau mode, hein, de toute façon, avant le FT8, on parlait pas mal de. Il y a bien longtemps, on parlait du paquet, on parlait encore de plein d'autres modes qui ont existé et puis qui n'existent plus, hein. Le RTTY, par exemple, bah, à part quelques concours, ça se fait rare. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a un nouveau mode, à chaque fois, ça met en danger théoriquement les bandes radio amateurs parce qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de phonie, il n'y a plus de CDOM. Non, au contraire, c'est faux. Ça, j'en suis tout à fait d'accord. Après, c'est une question de feeling, de plaisir aussi. Et chacun, voilà, comme tu dis, il faut que chacun puisse y retrouver son plaisir, puisse faire ses petits contacts. Et peu importe que ça soit du FT8 ou de la CW, du moment que c'est de la radio, pour moi, ça me va très très bien à ce niveau-là. Donc, On est tu, d'accord. ah mais totalement. Tu me parlais pas mal d'expéditions, donc là nous on va parler pas mal de Crozet, mais t'en as fait d'autres avant, parce que je pense pas que ça soit ta première fois. Non, c'était pas la première fois. Alors donc, on reprend un petit peu. À 16 ans, je passe ma licence. On était en 73. Et très peu de temps après, j'ai rencontré donc un autre Bernard qui était F6BLK, qui est lui aussi toujours un garçon qui trafique, avec qui d'ailleurs j'étais ce week-end. Et Bernard, avec Bernard, on a organisé une expédition, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être en 77 à Saint-Barthélemy. C'était pas la première. Alors Saint-Barthélemy, maintenant tout le monde sait où c'est dans les Antilles, en face de Saint-Martin. À l'époque, c'était moins connu, hein. Johnny chantait et il n'y avait pas trouvé sa dernière demeure, donc le grand public connaissait moins. La première, ça a été le premier voyage que j'ai fait donc en expédition avec Bernard. Et l'année suivante, nous y sommes retournés cette fois-ci à 5 avec Paul F6EXV, Jacques 6BKI et Lucien 1TE. Lucien qui a été président du REF. Mhm. Donc à cette époque-là, nous y sommes allés tous les 5 et nous y sommes restés 15 jours et on a fait le CQ Worldwide. C'est là où j'ai fait, où chacun avait un petit peu sa spécialité et moi j'ai fait beaucoup de graphie, quasiment que de la graphie. Donc déjà, j'avais pas 20 ans et j'ai fait plusieurs milliers de contacts en graphie. Et à l'époque, c'était avec le manip et le papier. Il n'y avait pas de PC pour décoder ou pour encoder les logs. Donc ça a été Saint-Barth. Ensuite, bon, j'ai fait mon service militaire en Nouvelle-Calédonie. J'ai pas pu trafiquer comme je voulais. Et puis après, il y a il y a la vie active et on se marie, on a des enfants, on fait construire une maison, on a un travail. Et il y a 7 ans, j'ai pris la retraite et là, j'ai commencé à repartir. Donc, dans un premier temps, sur des îles, l'île d'Oléron, l'île de Boréal, j'ai fait une aussi, les îles de Lérins, enfin des choses pas très loin. Mhm. Et puis je suis parti, j'ai fait quelques fauna flora. Enfin bon, il faut installer une station, il faut prendre des habitudes, etc. Et puis ensuite, j'ai eu le projet d'aller faire de la radio sur le phare de Cordouan. Alors c'est pas très loin, mais c'est compliqué. Il faut obtenir une autorisation. Donc il a fallu monter un dossier. Le dossier a été accepté. J'ai passé un week-end sur le phare de Cordouan avec l'indicatif TM8C. Et une fois, c'était le jour du retour, était le jour où on a démarré le confinement pour le Covid. Donc, vous voyez, c'était à quelques heures près, j'étais bloqué pendant 15 jours sur Cordoue. Oui. Bon, je suis rentré, il y a des anecdotes là aussi. Je suis rentré et en rentrant, quelques jours après, quelques semaines après, avec Paul 6XV, on s'est demandé ce qu'on pouvait organiser. Et donc là, on a parlé de Crozet. Et le début de ce projet a démarré comme ça, autour de la table, projet complètement fou pour aller à Crozet. Donc, avant Crozet, il y a eu effectivement d'autres expéditions à droite ou à gauche, plus ou moins lointaines, qui ont mis, on va dire, le pied à l'étrier. D'accord, oui, parce qu'on part bon, des belles expéditions, mais des expéditions assez proches. Et là, bah, du coup, Crozet, c'est à l'autre bout du monde, hein, quasiment. Pourquoi Crozet d'ailleurs? Alors, pourquoi Crozet? Alors, c'est très simple. Tous les auditeurs savent que il existe une liste des contrées. Hein, je ne vais pas Oui. expliquer ce que c'est qu'une contrée. Hein, bon. Et donc, cette liste, il y a une autre liste qui est les contrées les plus rares, ou de la plus rare à la plus simple à contacter.
Et donc, il y a un classement qui est fait des contrées les plus difficiles ou celles qui sont le plus recherchées, c'est-à-dire celles qui ont eu le moins de contacts. Alors, on va citer que les trois premières. Hein. La première, c'est la Corée du Nord. La deuxième, c'est l'île de Bouvet. Je pense que tout le monde connaît aussi Bouvet. Et Oui, la tout le monde. troisième, à l'époque, c'était Crozet. D'accord. C'était Crozet, on peut dire un mot pourquoi. Crozet, c'est la plus petite base des terres australes et antarctiques françaises. C'est là où il y a eu le moins de radioamateurs. Et il n'y avait jamais eu d'activité type expédition, c'est-à-dire que toutes les activités qui avaient été menées à Crozet, c'était du personnel technique ou scientifique qui était sur l'île et en dehors de leurs heures de travail avaient fait de la radio, principalement des météos, mais pas uniquement. Les derniers étaient des scientifiques qui avaient trafiqué et qui avaient fait quelques contacts. Mais bon, ils avaient quand même un boulot et ils n'ont pas fait des milliers et des milliers de contacts, en tout cas pas suffisamment pour satisfaire la demande mondiale. Donc Crozet était à l'époque la troisième contrée la plus recherchée. Ok, d'accord. Bon, ah bah, le pourquoi, il est clair, hein, de toute façon. Donc, du coup, t'es parti là-bas. Comment t'es parti? Comment ça s'est passé le voyage? Parce Alors, qu'on va pas creuser comme ça, hein. Il y on a ne va pas un pas petit creuser comme avion ça. comme ça. Non, il n'y a pas d'avion du tout, donc le problème est. Alors, pour partir à Crozet, on commence par monter un dossier. C'est-à-dire que c'est géré par les terres australes et antarctiques françaises, les TAF. Il y a un préfet, plus exactement, il y a un administrateur supérieur qui est à La Réunion avec du personnel pour gérer tout ce qui est sur cette île, la maintenance, le personnel, l'aspect de sécurité, etc., etc. Enfin, toute la gestion, tous les gens qui vont là-bas sont gérés par les TAF. Ils ont la responsabilité de faire tourner ces trois bases. Il y en a une quatrième qui est l'Antarctique. Hein. Donc pour gérer toutes ces bases australes, il y a toute une équipe. Donc on monte un dossier, on explique qui on est, ce qu'on veut faire, pourquoi, et le matériel qu'on souhaite utiliser. Ces îles sont excessivement protégées au niveau de la nature. Crozet étant de loin l'île la plus protégée, elle fait partie, elle est reconnue par le Fonds mondial de protection de la nature par l'UNESCO. Donc, on rentrera peut-être après dans les détails, mais typiquement, peu de gens, déplacements très restreints en dehors de la base. Donc, il faut tenir compte de toutes ces informations pour monter le dossier. Donc, d'abord, il faut les avoir et il faut envoyer le dossier. Donc, on envoie le dossier au TAF. Inutile de dire que je n'étais pas le premier. Je n'étais pas le premier à avoir eu cette idée. Et là, ben, on attend une réponse. Bien, la réponse s'est fait un peu attendre. Et entre-temps, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui travaillait dans le cabinet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et cette personne a bien voulu, alors M. Darmanin est le responsable du ministre de l'Intérieur et des Territoires Outre-mer, donc il est directement en fonction, c'est directement sa responsabilité que de gérer cette équipe, enfin indirectement bien sûr. Et donc le dossier lui a été transmis, il a donné un avis favorable, et à partir de là, l'administrateur, enfin le préfet d'époque, a donné son feu vert. Et après, on est rentré dans un long cycle de précision, d'autorisation, de discussion, etc., qui a abouti à pouvoir aller là-bas. Alors après, physiquement, comment ça se passe? On sait quand on doit partir. Il y a un calendrier qui est fixé. On prend l'avion. On arrive à La Réunion. À La Réunion, on va au port. Là, sur le port, on prend un bateau qui va nous amener d'abord à Tromelin, c'est une île un petit peu au nord. On va récupérer le personnel qui est à Tromelin par hélicoptère. On le ramène sur le Marion Dufresne. Il y a 3 personnes donc les remplaçants sont déposés sur l'île. On réapprovisionne l'île en nourriture et surtout en eau. On revient à La Réunion, mais le bateau ne rentre pas dans le port, il reste au large. C'est l'hélicoptère qui fait la rotation de ces 3 personnes pour les ramener sur La Réunion. Une fois que l'hélicoptère a fait ça, il revient sur le bateau et on s'en va. Donc, quelques jours après, alors je peux donner quelques précisions, on a navigué 1, 2, 3, 4 jours complets
Alors, on arrive à Crozet, donc là, le bateau, hélicoptère dépose le personnel qui arrive, reprend l'ancien, fait des rotations techniques, l'alimentation, etc. Et après, bon, ben moi, je suis resté à Crozet, mais la fin du voyage, je l'ai fait au retour. 2 jours après, il était à Kerguelen, il refait la même chose avec l'hélicoptère. Après, il renavigue 2 jours, il remonte sur Amsterdam, et puis 4 jours après, il revient à La Réunion. Donc, il a fait une rotation complète en gros en un mois. Il est allé sur les 4 îles. Il s'est principalement arrêté Crozet, Kerguelen et Amsterdam. C'est là où il y a le plus de personnel, de matériel, etc. à transporter via l'hélicoptère toujours. Et on rentre. Voilà, et je suis resté 3 mois sur l'île du 20 décembre, par là, 21 décembre, un peu plus tard, 23 décembre, je suis rentré, je suis en train de regarder le planning, on était en fin mars, rentré à La Réunion début avril. D'accord, donc un long séjour déjà sur le bateau pour y aller, un long séjour sur place, et puis pour retourner. Tout ça, ça a un budget, je suppose. Comment tu as pu construire un petit peu ce budget et quel budget ça a été nécessaire pour cette fantastique expédition? Alors, le budget. Pour avant de démarrer l'expédition, d'envoyer le dossier, on fait des recherches sur Internet et on trouve des prix. Donc les prix que je vais annoncer là, les tarifs que je vais annoncer là, c'est les tarifs que j'ai réglés moi et qui sont les tarifs officiels qu'on trouve sur Internet. Donc il n'y a pas de grand mystère, hein. La rotation du Marion Dufresne, c'est en gros 8 000 euros. Ça a peut-être un peu augmenté maintenant, mais on est entre 8 et 9 000 euros à l'époque. Le séjour sur l'île, c'est 80 euros par jour. Alors, peut-être pas 80 euros exact, hein, je ne veux pas regarder le fichier, mais on est dans les 75 euros, me semble-t-il, 75, Oui. 76 euros par jour. Mhm. C'est-à-dire, toutes les nuits qu'on passe à Crozet, c'est 76 euros. Dans ces 76 euros, tout est compris. La nourriture, l'électricité que je vais consommer, l'eau, enfin, tous les services, etc. Il y a un forfait comme si on va à l'hôtel et c'est 76 euros tous les jours. Donc, on fait déjà le calcul de 3 mois, donc 90 jours, plus les 8 000 euros dont j'ai parlé. Donc, on arrive plus. Alors, l'État facture aussi un certain nombre de prestations. Les cantines, moi, je les ai envoyées les cantines, c'est le matériel, hein. Oui, oui. J'avais 3 cantines, 150 kilos. Je les ai envoyées de chez moi à Marseille, à une adresse particulière. Et là, après, c'est l'État qui s'occupe avec un bateau où ils ont réuni toutes les cantines de tous les gens qui vont partir. Donc, il y a un bateau qui fait Marseille, La Réunion. Après, ça monte sur le Marion Dufresne, donc le bateau qui va faire la rotation. C'est déposé sur l'île, après c'est repris, etc. Donc, j'ai payé aussi donc, au taf, donc j'ai payé moi de la maison à La Réunion, et après j'ai payé au taf mes cantines de Marseille à La Réunion, de La Réunion sur les différentes îles, le retour à La Réunion, le retour à Marseille et jusqu'à chez moi. Donc ça a eu un coût. J'ai réglé aussi un tas de frais, par exemple les services techniques sur place qui m'ont aidé à monter le matériel, etc., etc. Enfin bref. Donc pour les tafs, j'ai dû donner un petit peu moins de 30 000 euros, de mémoire 25 000 euros. Et ensuite, il y a 2 billets d'avion aller-retour pour se rendre à La Réunion. Il y a tout le matériel radio. Donc en gros, on va dire que j'ai dépensé un petit peu moins de 40 000 euros. Alors comment j'ai fait pour financer ça? Avec mes économies, avec, je dirais, ma prime de retraite, quand je suis parti de mon activité salariale, et mon patron m'a donné une prime, donc elle est passée là-dedans, etc. Assez rapidement, néanmoins, Paul, 6EXV, dès que j'ai eu Alors, il y a eu toutes ces dépenses-là, il y a eu des dépenses que j'ai faites tout de suite, et il y a des dépenses que j'ai faites après, c'est-à-dire que j'ai payé mon séjour au taf et sur le bateau une fois que j'ai eu le feu vert des tafs. Donc ça m'a laissé un peu de temps dès que j'ai eu le feu vert, le papier officiel, Paul a contacté un certain nombre de clubs américains et européens, leur disant voilà, Thierry va pouvoir partir et il a besoin d'aide et de subventions. Donc, avant de partir, ou on va dire le jour du départ, j'avais dépensé à peu près 40 000 euros, entre 35 et 40 000 euros.
et on va dire que les clubs et les sponsors m'avaient soit donné du matériel, soit donné de l'argent pour couvrir à peu près l'intégralité de l'affaire. C'est-à-dire qu'au niveau de mes dépenses pour faire cette expédition, globalement, j'étais à peu près à l'équilibre. Je rentre pas forcément dans partout parce qu'il y a toujours un tas de choses qu'on oublie et qu'on a achetées et qui passent un petit peu inaperçues. Mais on va dire que j'ai pas eu trop de frais personnels à engager. Il a fallu que je fasse des avances, mais globalement, j'ai eu un bon retour au niveau des sponsors. Ouais. Bah, Donc tu as le budget à peu près 40 000 euros et on va dire financé en grande partie quand même par les sponsors et par les copains. D'accord, ouais, mais je reste admiratif parce que finalement tu pars au Creuset, tu pars à l'autre bout du monde, tu pars, voilà, ça te coûte, alors certes, physiquement, visuellement, ça doit être et puis même à vivre, ça doit être une expérience formidable, ça j'en doute pas du tout, mais tout ça c'est en gros quand même pour faire plaisir à la communauté radio-amateur et leur permettre d'avoir une contrée extrêmement rare à avoir. Moi, je reste toujours émerveillé quand j'entends ça parce que bon, tu l'as fait tout seul, enfin tout seul avec une petite équipe derrière toi, mais et ouais, t'es parti là-bas et un budget comme ça à financer, bah c'est pas rien. On est toujours de sa poche, donc je trouve que c'est bien. Tu me parlais tout à l'heure justement de matériel. Euh, t'as pris quoi pour là-bas? Parce que j'ai vu quelques vidéos. C'était quoi tes conditions et quel matériel t'as pris pour partir au Creuset? Alors, le matériel, attends, un petit mot si tu veux rapidement pour conclure le chapitre précédent. Oui, partir, c'est engager de l'argent, c'est partir Oui. plusieurs mois, hein, presque 6 mois si on compte bien tout. D'abord, je voudrais tirer un coup de chapeau à mon épouse, parce que quand on a un projet comme ça, au début, on engage des sous, hein, les sponsors n'arrivent que par la suite. Donc, il a fallu non seulement qu'elle ne mette pas un veto sur le fait de rester toute seule pendant 6 mois, il y a et qu'elle veuille bien que j'engage les sous du foyer, on va dire, hein, pour un projet qui peut capoter. Hein. Le projet, on est sûr qu'il a marché quand on revient. Donc, il y avait une certaine incertitude. Voilà. Donc, pour faire plaisir à la communauté amateur, on est bien d'accord. Alors, le matériel. Le fait d'avoir fait des expéditions à droite à gauche et surtout aussi d'avoir pris conseil auprès d'un certain nombre de copains, et là je veux saluer entre autres l'équipe KOP, Franck entre autres, mais tous, m'ont bien aidé, m'ont donné leurs conseils. C'est des gens qui ont fait beaucoup d'expéditions, qui ont en retour, qui sont ouverts, qui sont sympathiques. Donc j'avais choisi le même type de matériel que. C'était d'ailleurs le hasard, mais c'est aussi le matériel que j'utilise ici, c'est-à-dire un TS590. C'est pas le plus léger. Les ICOM sont plus légers, les matériels Aircraft aussi, les K3, les K4, tout ça, mais c'est très robuste, ça tombe pas en panne difficilement. C'est un matériel que je connaissais, donc je suis parti avec. Les amplis, c'était des ACOM, des 10-10, ça faisait pas le 50 mégas, ça sort pas 3 kilowatts, mais c'est costaud aussi et c'est ce que je voulais. Donc déjà à la base, elle était là, un transceiver 590 de chez Kenwood et un ACOM. Tout était doublé, donc il y avait 2 transceivers et 2 ACOM. Entre parenthèses, un des 2 ACOM ampli a été prêté par le Clipperton, que je remercie également. Donc toi, il y a un travail d'équipe quand même qui est fait derrière, on part à l'aventure. Et c'est une drôle d'aventure. Mais bon, les copains français et étrangers étaient là pour aider. Alors après, le coax m'a été donné, j'avais choisi. Après, on choisit du matériel robuste et léger. Donc tout est doublé. Le coax, j'en avais 200 mètres. Les antennes, il y a eu beaucoup de discussions avec les TAF. Au début, ça ne pouvait être que des antennes filaires. Et puis finalement, après discussion avec les gens de la nature, etc., j'ai pu monter, comme on peut le voir sur le film, un mât Speederbeam qui m'avait été donné par Speederbeam. Donc j'avais pris un mât de 18 mètres et je n'avais monté que les premiers éléments jusqu'à 7 mètres, sachant que le dernier élément
j'avais gardé le dernier élément a été enfoncé dans l'avant-dernier, de manière à doubler l'épaisseur, et ceci pour des problèmes de résistance matérielle, etc. On voit qu'à chaque fois, on prévoit QRO, parce que les conditions météo sur Crozet sont très difficiles, donc il faut toujours prévoir la casse et la réparation possible. Donc après, sur ce mât, j'avais monté une lévy, j'avais monté des verticales, enfin tout ce qu'on peut espérer monter à partir de ça, à partir d'un mât, et avec un système de poulies. Et j'avais emporté également, qui m'ont donné entière satisfaction et dont je suis très content, c'est 2 boîtes MFJ, accord automatique de 1,5 kg chacune. Malheureusement, MFJ n'existe plus, mais ces boîtes automatiques m'ont véritablement donné pleine satisfaction, et j'ai pu essayer beaucoup de choses. Et ça a été un plus dans l'expédition. Donc voilà pour le matériel, pas des choses simples, connues, robustes et toujours en double. Oui, c'est à peu près ce qu'il faut effectivement prévoir. Et tout ça, ça représente aussi, comme tu disais tout à l'heure, un coût. Tu parlais d'équipe tout à l'heure. Entre autres, dans ton équipe, tu as eu une conception pour un logo qui a fait le tour, à mon avis, du monde. Ce logo, d'où il t'est venu et comment tu l'as réalisé? Est-ce que tu t'en souviens un peu? Ah oui, alors tout à fait. Alors, pardon si je vais paraître un peu prétentieux, mais tu me demandes là une question, donc je vais répondre très clairement. Quand on fait un projet comme ça, on n'est pas fort en tout. Moi, je connais la graphie, je sais trafiquer un petit peu, mais je connais rien en design. En informatique, il y a des gens plus compétents que moi, même si c'était mon métier, j'ai quelques connaissances. Donc, je n'ai pas hésité à faire appel à des gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas, mais que j'ai rencontrés, qui avaient des compétences que je n'avais pas. Et pour le logo, j'ai rencontré Pascal FUTRT, qui sera d'ailleurs mon prochain coéquipier, collègue, ami pour la prochaine expédition, si je peux la réaliser. Donc Pascal, c'est Pascal FUTRT qui a travaillé sur le logo et qui l'a fait. Donc là, je n'ai absolument rien fait sur le logo, sinon lui dire ouais, comme ceci, un peu plus comme cela, telle couleur me plaît pas, etc. Donc c'est Pascal qui a entièrement réalisé ce logo, comme d'autres personnes ont pu faire. Paul s'est occupé des QSL, etc. J'ai véritablement délégué à des amis qui ont plus de compétences que moi, plus de temps, ce qu'ils savaient faire. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir tout faire. Donc le logo, Pascal 8TRT. D'accord, il est magnifique et on devrait avoir TRT également dans une prochaine émission du Big QSO, mais je peux pas en dire plus, sinon c'est pas drôle. T'arrives là-bas, donc t'installes ton matériel un petit peu, enfin même complètement. T'as dû faire quand même pas mal d'adaptations par rapport à toute l'activité qu'il y avait autour de toi, entre autres avec les scientifiques. Comment ça s'est passé? Quel a été leur impact par rapport à ton trafic? Alors, avant de partir, je savais qu'il y avait donc bien sûr des scientifiques et qu'il y avait un travail scientifique que nous perturbions. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y a eu une expédition sur la Nouvelle-Amsterdam, et les radioamateurs, le groupe de radioamateurs, alors là c'était une expédition telle qu'on les entend, hein. Ils étaient plus d'une dizaine, beaucoup d'Américains avec des beams, des pylônes, etc. On avait perturbé les mesures de magnétisme terrestre. Il avait fallu à cette équipe de scientifiques 2 ou 3 jours pour se rendre compte que leur travail était perturbé, de savoir pourquoi, comment, jusqu'au moment où ils ont trouvé que c'était les radioamateurs qui avaient démarré leurs émissions. Et le trafic 160, 40 et 80 mètres perturbait leurs mesures. Donc, on va dire que ces scientifiques gardaient un assez mauvais souvenir du monde amateur suite à cette expérience. Donc, quand moi j'ai eu le feu vert pour Crozet, et le premier feu vert du préfet a été un feu vert total, c'est-à-dire que la première autorisation, c'était j'arrivais à Crozet, j'installais mon matériel et jusqu'au dernier jour, je pouvais faire de la radio autant que je voulais, dans les conditions que je souhaitais. Je n'avais aucune limitation.
Donc dès que les scientifiques ont su qu'un radioamateur allait se rendre sur Crozet, il y a tout de suite eu une levée de bouclier, on va dire, et des protestations en disant on n'est pas au courant, ces gens nous perturbent, ces gens nous brouillent, notre travail ne peut pas convenir, on ne peut pas aller en même temps que du trafic amateur, donc on est opposé à la venue d'un radioamateur sur l'île. Se sont engagées des discussions, alors que je n'ai pas eu, c'est le préfet, on a écrit au préfet, on a expliqué, etc. Et c'est lui qui a discuté avec ces scientifiques. Il faut savoir que les scientifiques sont gérés à l'époque par ce qu'on appelle l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor. C'est cet institut-là qui gère toutes les missions scientifiques, qui gère le personnel scientifique, etc. C'est-à-dire c'est eux qui sont responsables de tous les projets scientifiques qui sont sur les îles. Que je sois bien clair, l'État gère l'administration, ce qui va être mangé, ce qui va être bu, etc., etc., que les bâtiments soient comme il faut, mais les projets scientifiques sont gérés, ce qui va être fait par l'IPEV. Donc il y a eu discussion entre le préfet et l'IPEV et on est arrivé à un certain compromis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce compromis qui a imposé mon trafic, c'est-à-dire pas de 40, pas de 80 mètres, trafic d'abord pendant 3 semaines. Au bout des 3 semaines, il y a eu rediscussion. On m'a supprimé le 10 mégas. Je n'ai pu faire après que du trafic au-dessus de 14 mégas. Il y a eu cette interruption qui m'a été imposée. M'a été imposé également un arrêt de 10 jours avant l'arrivée du Marion Dufresne, etc., etc. Toutes ces contraintes que j'ai connues et que tout le monde a connues ont été fixées par l'Institut Paul-Émile Victor. Néanmoins, je veux dire qu'avant de partir, ils m'ont donné un feu vert, ils m'ont autorisé sous ces conditions-là à trafiquer et je veux les remercier parce que c'était un certain pari. J'aurais pu brouiller et ils n'ont pas commencé par dire non, on ne veut pas. Ils m'ont autorisé, certes avec des restrictions, mais néanmoins, il y a eu un feu vert. Et donc, il faut mettre l'accent et les remercier de cette chose-là. Voilà. Donc, une fois sur place, on m'a aidé à monter mon matériel. J'ai monté le matériel, j'ai tenu compte des conditions qui m'étaient imposées. Alors, il faut bien voir quand même quelque chose. Avant de partir, il y a des discussions, il y a des conditions qui sont données, il y a quelque chose qui est écrit, il y a un contrat qui est écrit. Je ne l'ai pas dit, mais tout ça avait été mis par écrit. Et après, sur place, bien évidemment, les choses sont différentes. Les gens qui vivent sur place tiennent compte du temps, de la météo, des conditions humaines, des relations humaines qui vont s'établir, etc., etc. C'est-à-dire que ce qui est gravé dans le marbre, sur le papier, avant de partir, est bien évidemment modifié sur place. Il a fallu que j'attende que les techniciens aient le temps pour m'aider à monter les antennes, mais quand ils l'ont fait de manière extraordinairement rapidement et professionnellement. Je veux dire que le matériel qui a été installé grâce à eux a été superbement bien fait, etc., etc. Donc il y a toujours l'avant où on fixe des choses et sur place où c'est plus dans la relation humaine. Oui, puis voilà. Il y a des contraintes, il y a des impondérables, il y a plein de choses, hein, ça c'est tout à fait logique. Alors, tout à fait. Tu as été établi où? Dans quels locaux tu as pu vivre et dans quels locaux tu as pu trafiquer? Alors ça a fait l'objet de tractations longues avec le correspondant des télécoms que j'avais en face de moi dans les TAF. Il fallait que je ne sois pas très loin de mes antennes, que mes antennes soient mises dans un endroit qui ne gêne pas les animaux. Et ce local, il devait être isolé phonétiquement. Il n'était pas question que je trafique dans une chambre avec d'autres personnes. Tout ça parce que ça fait du bruit et que la nuit, les gens veulent dormir. Il me fallait de l'électricité et il fallait qu'il y ait un trou pour laisser passer les coax. Donc ça peut paraître simple et amusant comme ça, mais quand on est sur une petite base avec des conditions météo difficiles, tout ça c'est contraignant. Donc ils m'ont trouvé la salle de musique qui était dans une cave, dans le sous-sol d'un bâtiment. Il y avait des passages de câbles qui existaient
pour faire entrer l'électricité et un certain nombre de choses dans ce bâtiment. Donc j'ai utilisé ces traversées de cloisons. Il n'y avait pas de fenêtre, donc complètement fermé. C'était pour eux un problème. Ils avaient peur que je souffre de claustrophobie. Ils n'ont pas voulu que je dorme avec la station parce que ils n'ont pas voulu que je sois isolé. Et comme il n'y avait pas de fenêtre, pas d'ouverture directe, ils ont pas voulu. Donc ils m'ont trouvé une chambre dans le même bâtiment. Donc pour aller trafiquer, j'allais dehors. À 2 heures du matin, quand il pleut, que ça souffle à plus de 100 km/h, c'est bon, c'est sportif. Tu Mais bon, on y m'étonnes. reviendra. Donc là, c'était une cave, j'arrivais dans ce sous-sol, j'avais une table, j'étais bien, là, j'étais très très bien. C'était pour moi, en tant que radioamateur, ça satisfaisait tous mes désirs. Je pouvais brailler autant que je voulais, j'étais tranquille, il n'y avait personne et j'avais de la place. Et donc, c'était ça. Et les antennes étaient mises à côté. J'avais trouvé des blocs béton qui avaient été coulés, sur lesquels avaient été installés des mâts ou des petits pylônes qui ont été supprimés par la suite pour des problèmes d'environnement. Et donc j'avais récupéré enfin j'avais pas récupéré ces blocs existants. Les services techniques avaient percé des trous et mis des chevilles chimiques sur lesquelles on m'avait installé des supports. Et sur ces supports, pardon, que j'ai installé mes différents mâts, que ce soit pour QO100 ou pour le décamétrique. D'accord, oui, parce qu'en plus, tu as non seulement de l'activité HF que tu as fait là-bas, tu as également aussi fait du QO100. Je pense que tu es la station la plus isolée et la plus lointaine de QO100 qui a été faite jusqu'à maintenant, je pense en tout cas. Euh, Alors, oui, alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de Kyosan, je m'en excuse pour ceux qui font du Kyosan. Donc j'étais parti avec, alors donc là, on revient au chapitre dont on a parlé tout à l'heure. Je n'avais aucune expérience de Kyosan, je n'avais fait aucun contact par satellite. Donc là, c'est Lucien F1TE et Jacques 6BKI qui ont réalisé la station. Parabole de 1,10 m coupée en deux que j'ai réassemblée, qui était mise dans une cantine et réassemblée sur place. La station a été sous la parabole avec une liaison RJ45 et donc une petite 2 PC pour faire les liaisons. Donc oui, oui, c'était sans aucun doute. Alors je crois qu'il y a eu du QO100 en Antarctique, me semble-t-il, pas fait par des Français, mais par, je ne sais pas si c'est il me semble qu'il y a une base où il y a eu du QO100, mais si c'est pas le cas, oui, c'était certainement une première. Et j'ai appris aussi, après, que ça devait être la première expédition radioamateur qui faisait de la vidéo par QO100. C'est une première, donc tous ceux qui ont pu voir les images, eh bien, vous êtes les premiers à pouvoir avoir bénéficié d'images via QO100 pour une expédition. ouais, c'est une très belle expérimentation en tout cas. Donc tu arrives sur place, tu mets le matériel. Bon, on a parlé un petit peu des restrictions, mais du coup là-bas, tu fais pas que de la radio, je suppose, tu passes pas ton temps juste là. Comment ça s'est passé un petit peu? Comment se déroulait la vie au Creuset? Et comment t'étais vu par les scientifiques? Alors, je faisais pas que de la radio, j'y passais quand même pas mal de temps. Mon but était quand même de faire de la radio. Donc, les 3 premières semaines, quand même pour fixer un petit peu les choses, plus de 15 heures par jour de radio, hein. Donc, D'accord. on voit ce qui reste. Alors, sachant que dans ces 15 heures, j'avais déjà 4 heures qui m'étaient interdites, puisqu'il y avait au niveau scientifique une mesure qui devait s'effectuer tous les jours et qui m'interdisait 2 heures de radio avant, 2 heures après. Donc, plus le temps de la manip. Donc, il y avait 4 à 5 heures tous les jours où je ne faisais pas de radio, c'était interdit. Donc, déjà, on voit que les heures de sommeil, elles étaient prises bien souvent dans ce laps de temps. Bien, alors la vie sur une base et comment sont perçus les radioamateurs, comment j'ai été perçu. Euh, Au niveau perception, je vais commencer par le deuxième point. Chacun a son travail. J'étais un petit peu effectivement le mouton à 5 pattes. Ces scientifiques ou les techniciens n'avaient jamais entendu parler de radioamateurs, donc j'ai un petit peu expliqué en quoi ça consistait. Les scientifiques, on y reviendra certainement peut-être tout à l'heure, c'est pour 95% des jeunes qui ont fini leurs études, des ingénieurs,
je dirais pas, bon, ça va me revenir, des gens qui s'occupent des animaux. Ce sont des jeunes qui ont fini leurs études et qui, pour parachever leur cursus ou par besoin, par envie, etc., font une mission dans ces îles-là. Euh, donc, ils ont quand même une certaine instruction. Donc, le radioamateurisme, ça ne veut pas dire grand-chose pour eux, mais leur expliquer que je vais qu'on va établir des liaisons par radio, etc., sur des ondes décamétriques ou par satellite, une fois dit ça, ils comprennent parfaitement ce dont je parle. Donc, bon, ils savent pas, mais ils comprennent. L'intérêt, j'ai eu bon, quelques questions, mais c'est pas leur truc. Hein. Je dirais que c'est pas qu'ils s'en moquaient, mais globalement, je n'ai pas ressenti auprès de la population sur l'île un grand intérêt, curieux, poser quelques questions, mais ça s'est arrêté là. Alors, la vie sur la base, il faut comprendre que ces gens, il y a en gros deux populations. Il y a des scientifiques, comme je dis, ce sont des jeunes qui ont des missions, et il y a tout le personnel qui est là pour la vie de la base. Un mot rapide quand même, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs sur les scientifiques. À part une personne qui était un scientifique du CNRS, qui avait pas loin d'une cinquantaine d'années, et qui menait des expériences très particulières, on pourra revenir si tu veux dessus, mais peu importe, qui était un docteur en biologie, qui menait donc son propre programme. Les autres, c'est quoi? Les autres, ce sont des jeunes, encore une fois, qui ont fini leurs études, et il y a à Brest ou ailleurs en France, à Strasbourg, que sais-je, des directeurs de recherche, des scientifiques qui font un programme et qui renvoient, ou en tout cas qui donnent à ces jeunes une liste d'actions tous les jours à faire pour ramener des données, pour ramener des chiffres. Ces chiffres sont transmis par Internet durant le séjour ou ramenés, ça peut être des échantillons, etc., de terre, de moustiques, de tout ce que tu veux, sont ramenés en France, et ce sont ces scientifiques-là qui sont sur place qui font avancer leur projet. Les jeunes étant principalement les gens qui font des manips. Mais ces scientifiques-là ne vont pas passer 20 fois, ne vont pas aller 20 fois ou 40 fois ou 100 fois dans leur vie sur ces îles-là. Le travail est délégué, a été donné à ces jeunes. Encore une fois, ces jeunes ont un profil d'étudiants qui ont des diplômes supérieurs. C'est pas n'importe qui. Ils sont triés sur le volet, il y a beaucoup de demandes, etc. C'est un voyage extraordinaire, il y a beaucoup de demandes. Ces jeunes, et ça a été lu dans la presse, il y a eu des articles, sont peu rémunérés. Ils font le service civique, donc ils sont rémunérés à quelques dizaines d'euros par jour. Ils gagnent la même chose que ceux qui font le service civique. C'est pas parce qu'ils sont vétérinaires, voilà, j'ai retrouvé le mot, c'est pas parce qu'ils sont vétérinaires, qu'ils sont ingénieurs en informatique ou en électronique, qu'ils vont gagner des dizaines de milliers d'euros. Non, non, ils font le service civique, ils sont très compétents, ils sont très pointus, ils ont un tas de qualités physiques, mais c'est pas une rémunération extraordinaire, faut pas se faire d'illusions. Bon, ça c'est la première population. Deuxième population, c'est tout ce qui est technique. Alors tout ce qui est technique, il y a des cuisiniers, il y a des maçons, puisqu'il y avait la construction d'un bâtiment en même temps que moi, il y a un chef électricien qui va s'occuper de la centrale électrique, il y a un médecin, il y avait une docteure, et Dieu sait si je lui dois beaucoup, une fille extraordinaire. Ils sont tous extraordinaires, mais en relation particulière avec la Toubib, Natacha. Il y a qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'opérateur radio, celui qui s'occupe du courrier, etc. Tous ces gens qui vont faire vivre la base. Une partie de ces gens ont été embauchés directement par les TAF. C'est par exemple le cas des cuisiniers, donc les TAF ou des maçons. Donc les TAF font des appels d'offres, etc. Les gens se proposent et vont partir en mission pour construire le bâtiment, faire la cuisine, etc. Et il y a une grande partie de ces techniciens, plus de la moitié, qui sont des techniciens qui ont une spécificité technique, je me répète, mais d'électriciens, pour maintenir une centrale électrique, pour la médecine, etc. Et ça, ce sont des militaires.
ce sont des militaires qui ont postulé aussi et qui ont été choisis par leur commandement pour être détachés pendant un an pour devenir le responsable radio. Alors, la radio maintenant c'est de l'Internet, hein, pour devenir, donc je parlais de l'électricien, qu'est-ce qu'il y avait encore, la mécanique, etc. Le chef mécano, le garagiste. Bon. Donc tout ça, ce sont des gens là aussi excessivement compétents, plus âgés, on va dire une tranche d'âge aux alentours de 40 ans. Et c'est eux qui vont faire vivre la base, mais ce sont des militaires. Alors, il n'y a pas d'armes, hein, aucune arme sur l'île. Il y a pas, ils sont militaires parce que c'est leur statut, parce que c'est leur métier, mais ils n'ont aucune fonction militaire sur aucune de ces bases. Et donc voilà la population qu'il y a. On était 34 durant mon séjour. C'est à la fois des jeunes qui font des expériences, qui suivent un cahier des charges qui leur a été donné par des scientifiques qui ont des projets en France, ou des gens qui s'occupent de la base, moitié des civils engagés par l'État, moitié ou un peu plus par des militaires qui maintiennent cette base en état. D'accord. Et t'es arrivé là-bas un petit peu dans une période particulière parce que t'as vécu Noël là-bas. Donc Noël dans un lieu complètement isolé, avec 34 personnes, scientifiques et techniques. Comment ça se passe? Parce que là, je pense qu'il doit y avoir un petit relâchement, il doit y avoir quand même quelque chose, non? Oui, alors c'est très particulier. Alors pour moi, ça a été une expérience unique, bien évidemment, mais avec le recul, je me suis aperçu que c'était finalement presque la vie de tous les jours. Alors, je m'explique. Alors, Noël, il y a eu un repas qui a été concocté, meilleur que tous les jours, bien qu'on mangeait très bien. Mais bon, spécial, il y avait du vin qu'il n'y avait pas les autres jours. On a fait la fête, on a dansé, on a chanté. Il y a eu échange de cadeaux. Chacun avait amené ou préparé un cadeau et il y a eu un tirage au sort et chacun a tiré un cadeau d'une autre personne, etc. Donc il y a eu un cadeau. Il y a eu bien sûr un sapin de Noël fabriqué alors avec ce qu'il y a, puisqu'il n'y a il y a pas de végétation sur l'île, hein, donc avec des morceaux de bois, etc., avec du papier. Mais il y a eu une fête. Mais il y avait une ambiance et cette ambiance-là, finalement, elle a toujours été présente sur le site. C'est ça ce que je veux dire. Euh, 34 personnes jeunes, j'étais plus âgé, qui ont chacun des missions, qui ont chacun du travail, qui sont des gens responsables. Il y a jamais, enfin, moi je n'ai connu aucun conflit, quel qu'il soit. Donc il y a toujours une très bonne ambiance. Lorsqu'un scientifique a besoin d'aller quelque part pour faire un prélèvement, etc., et qu'il ne peut pas y aller tout seul, il y a un tableau et il dit, bon voilà, tel jour, à telle heure, je vais à tel endroit, qui c'est qui veut venir m'accompagner? Et on s'aperçoit que là, le cuisinier peut y aller, le chef électricien peut y aller, condition bien sûr de maintenir la base, mais chacun essaie d'aider les autres dans son travail. Les soirs, tous les repas sont pris ensemble. Il y a la table est mise, il y a une rotation, mais tout le monde participe aux tâches communes, etc. Je ne veux pas paraître comme celui qui idéalise ce monde. Moi, à Crozet, c'est peut-être pas le cas partout. Kerguelen, la base est plus grande, je ne connais pas, je ne peux pas dire. Amsterdam, je ne connais pas non plus. Mais à Crozet, le temps où moi j'y ai été, ça a été toujours dans de très bonnes conditions, agréable, des gens sympathiques. Donc, pas forcément intéressés par le radioamateurisme. Ils savent que je suis là, que je fais de la radio, mais bon, c'est pas leur truc, je peux le comprendre. Mais pas de conflit. Chaque fois qu'on a pu, on m'a aidé dans ce dont j'avais besoin pour retendre un fil, etc. Pour me dire, attends, t'as vu ton antenne, elle a tourné là. Voilà. Une bonne entente. Donc Noël a été un moment particulier parce que c'était Noël. Mais autant en France ou dans la maison, on peut dire c'est un jour extraordinaire, tout le monde s'est réuni, j'ai vu des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, ça a été une grande fête, on s'est... Là-bas, mais c'était presque comme ça tous les jours. Donc c'est moins marquant, je dirais, moins extraordinaire. Là-bas, ça a été moins extraordinaire que ça l'est habituellement. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu me parlais un peu on parlait des concessions et des restrictions que tu avais eues par rapport aux scientifiques, aux activités qu'il y avait là-bas.
Mais par contre, par rapport à la météo, parce que tout à l'heure tu me parlais de vent, de limite tempête, ça t'a perturbé, ça a posé quelques problèmes? Alors oui, oui, c'est après avoir obtenu l'autorisation, c'est le principal écueil. Alors, ils ventent toujours. Il y a toujours du vent. On a peut-être connu dans une journée quelques heures sans vent, mais c'est exceptionnel. Sur les 3 mois que je suis resté, où je suis resté là-bas, il y a toujours, toujours du vent. Alors, il peut descendre jusqu'à, j'ai dit, peut-être quelques heures à zéro. Habituellement, ça tourne à 30, 40, 50 km heure. C'est, on va dire, la moyenne. Je ne pense pas avoir connu de semaine où il n'y ait pas eu une pointe à 100 km heure. Nous avons eu deux pointes de vent. La première est montée à 128 km heure durant une nuit et la deuxième à 148. Et quand c'est monté à 148, pour donner un ordre d'idée, pendant 48 heures, le vent n'est jamais descendu en dessous de 120 km heure. Donc pendant 3 jours, ça ne descend, c'est toujours au minimum à 120 km heure. Donc quand on sort, on prend le vent. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, il pleut. Alors, moi, durant le séjour, je ne prétends pas que ce soit toujours comme ça, mais durant la période où j'y étais, c'est assez particulier la pluie. Il tombe comme une espèce de crachin, comme si on tombait dans le brouillard. La base est envahie par les nuages et il y a une condensation qui se fait et ça tombe de l'eau. Mais il n'y a pas de visibilité. C'est comme si on était à Londres un jour de fog, on voit à 20-30 mètres et ça dégouline de partout, ça ruisselle sur les murs, ça ruisselle partout, etc. Et ça peut durer longtemps et il peut tomber beaucoup d'eau avec du vent. Donc, quand on sort, sort des bâtiments, quand on est obligé d'aller dehors pour se rendre quelque part, on fait attention où on passe, on fait attention au couloir devant. Il y a des bâtiments qui font siphon, donc il y a un endroit qui est dangereux. On fait attention. Donc le vent et la pluie, oui, c'est des contraintes. Sortir de son lit à 4 heures du matin, un petit peu avant le lever du soleil pour aller faire des W6, se prendre le vent. Il fait plus ou moins nuit encore et la flotte pour faire les 100 mètres pour aller dans le Chac, il faut en vouloir. Mais bon, ça j'avais signé, donc je ne vais pas me plaindre. Mais c'est pour dire que les conditions météo sont difficiles. C'est à Crozet, alors je ne parle pas de l'Antarctique, c'est à Crozet où elles sont de loin les plus difficiles. La base est un petit peu en hauteur. Il n'y a bien sûr aucun arbre, aucun obstacle. Donc on prend le vent du sud, c'est-à-dire celui qui vient d'Antarctique, en pleine figure. Et c'est vraiment éprouvant, physiquement et nerveusement. Au bout de 3 mois, on souffle. Et donc, quand on fait quelque chose, pour raconter une petite anecdote, on me l'avait dit et j'ai pu expérimenter, quand on va voir les manchots dans la baie, qui est à 1,4 km plus bas, donc on descend, on prend tout le côté gauche trempé et le côté droit sec, et quand on remonte, c'est le contraire. Le côté droit qui était sec, eh bien, on prend, plaf, on le prend plein de la flotte, et le côté gauche, eh bien, il sèche parce qu'il n'est pas du côté de la pluie. La pluie tombe en jamais, donc verticalement, mais à cause du vent, plus ou moins horizontalement. Sur les photos, sur les films, on le voit un peu. C'est des conditions météo difficiles. Il ne fait pas très froid. Il y a de la neige. Je suis bavard, pardon. Il y a de la neige. La neige, c'est pas de la neige qui tombe. À Crozet, j'ai jamais vu de neige. C'est très rare. C'est l'eau et avec le vent qui, en tombant au niveau du sol, on arrive à 0 degré et c'est là où ça se transforme en neige. Mais on ne peut pas dire qu'on va tomber des flocons. C'est au niveau du sol que ça se forme. Tout au moins durant la période où j'y étais. Température, moi je n'ai pas souvenir de température en dessous de 0 et on est monté un jour ou deux à 15, mais la plupart du temps c'est en dessous de 10 degrés. Donc on est entre 3-4 degrés et 7-8 degrés en permanence si on élimine les pointes de température. D'accord. Et au niveau de tes antennes ou autres, il n'y a pas eu du coup, pas eu de casse, pas eu tout est bien resté, tout était bien solidement attaché du coup. Alors, j'ai eu un problème avec QO100. C'était pas un problème d'antenne, c'était un problème d'émetteur à l'intérieur. Non, je n'ai pas eu de casse au niveau des antennes, tout a bien tenu, les fils, tout ça, ça avait été étudié. Le fil, c'était du fil que m'avait donné F2DX.
Tout ça, ça a bien tenu. C'était monté très QRO quand même. Et, je savais que ça allait souffler. Oui. Donc, non, il n'y a pas eu de casse. En fait, je n'ai eu aucune casse matérielle à part une fiche jack qui est restée dans le transceiver, qui s'est cassée dans le transceiver. Autrement, je n'ai eu aucune casse matérielle, que ce soit côté antenne ou que ce soit transceiver. D'accord. Donc tout à l'heure, tu me parlais de 15 heures de trafic à peu près. Sur tout ton séjour, quelle a été la proportion de ton trafic? Est-ce que tu faisais pas mal? Alors, je pense que tu as dû faire pas mal de FT8. Phonie, CW, ça représentait combien à peu près en pourcentage sur ton trafic? Alors, globalement, à la fin, quand on regarde les logs, la moitié en FT8, 25% en graphie, 25% en phonie. Alors, au niveau du temps, ça se répartit pas comme ça. Faut savoir, alors, les Européens ne l'ont pas su, et bon, moi, j'avais pas Internet ou très peu, donc je l'ai pas lu. Au début, j'avais pris le parti de faire beaucoup d'FT8 et de la graphie uniquement dans la période du temps où je pouvais contacter la côte ouest américaine. Alors, D'accord. pourquoi ces choix? Le FT8 parce que c'est le moyen, qu'on le veuille ou non, le plus rapide et le plus efficace pour faire le plus de contacts rapidement. Dans un laps de temps donné, faut bien voir qu'à certains moments avec le Japon, je faisais jusqu'à 5 trams simultanés, c'est-à-dire que toutes les 30 secondes, je faisais 5 contacts. Je connais aucun moyen de transmission pour aller aussi vite ou plus vite. Donc le FT8 m'a permis pendant 3 semaines enfin pas tout à fait 3 semaines, mais au moins 2 semaines, de donner au maximum de gens ce contact. Parce que je ne savais pas de quoi l'avenir était fait. J'aurais pu avoir une casse matérielle, une casse antenne, etc. Et donc ne plus pouvoir trafiquer. Ça s'est vu dans le passé. Donc ça, c'était un choix délibéré. Le choix de la graphie avec la côte ouest américaine était fait parce que les heures de propagation, les heures d'ouverture avec les W6, W7, en fait la côte ouest, sont réduites. Donc je pouvais, les fenêtres, il y en avait 2-3 heures par matin, et je savais qu'il y avait une grosse demande, le Crozet étant pour eux le numéro un des pays les plus recherchés. Donc tous les matins, je me levais en même temps que le soleil, voire un petit peu avant, et j'attaquais la côte ouest américaine. En début de propagation en FT8, et dès que les signaux commençaient à monter, je passais en télégraphie. Donc très rapidement, au bout de 3-4 jours, j'étais déjà actif en télégraphie. Mais le problème, c'est que pour l'Europe et le Japon, je ne faisais pas de graphie à cette époque-là, pour la raison que j'ai expliquée, que du FT8. Ce qui veut dire que j'avais de grandes critiques sur le réseau, enfin j'ai eu, parce que j'avais oublié mon manip, etc., etc. Ce qui était tout à fait faux, mais ma priorité, elle n'était pas là. Et alors après, au bout des 3 semaines, il y a eu une période de 4 semaines d'arrêt obligatoire. Et quand j'ai repris, là, j'ai fait beaucoup moins d'FT8 et j'ai fait de la graphie et de la phonie, beaucoup de graphie de la phonie que sur 28 parce que j'ai jugé que c'était la seule bande où avec les signaux que j'avais, je ne perdais pas mon temps et j'arrivais à faire des contacts, on arrivait à m'entendre à peu près correctement. Si j'avais voulu faire de la phonie sur 20 mètres ou sur 21, à mon avis, mes signaux n'auraient pas été suffisants, j'aurais passé plus de temps à répéter, ou il n'y a que les grosses stations qui auraient pu me contacter, ce n'était pas le but. Donc c'est là aussi un choix délibéré. Donc 50% d'FT8, en gros, 25 de graphie, 25 de phonie. Ok, bah, c'est déjà une belle proportion. Du coup, au total, tu as eu réalisé combien de QSO? Est-ce que tu as déjà Alors, calculé ou... oui, oui. Alors, j'ai pas le chiffre exact, hein, mais partout on a indiqué, enfin, Paul et Pascal qui ont géré les logs ont indiqué 50 000 QSO. Je crois que j'ai très légèrement dépassé les 50 000 QSO en comptant les liaisons QO100. Mhm. QO100, j'ai fait que de la phonie à part la vidéo. Donc à peu près 50 000. En décamétrique, un petit peu moins parce que j'ai fait un millier de QSO au 100 de mémoire, mais donc 49, 50 000 liaisons. Ouais. Ce qui est déjà Alors, même très bien, hein. oui, alors, ce que je peux quand même dire, bon, quand je suis parti, j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas pu me contacter, hein, qui m'ont appelé, qui n'ont pas réussi à faire le contact, mais quand même, globalement, les derniers jours, quand j'étais en FT8,
Je ne parle pas de la phonie ou de la graphie. Mais quand j'étais en FT8, j'avais quand même beaucoup moins de gens qui m'appelaient. Tout à l'heure, je disais que je suis arrivé jusqu'à faire 5 trams à la fois. Dans ces moments-là, j'avais plus de 150 stations visibles sur mon PC qui m'appelaient. À la fin, j'avais guère plus d'une vingtaine de gars qui m'appelaient. Et je dirais quand même que tous ceux qui avaient une installation à peu près correcte et qui ont essayé de me joindre en FT8, ils sont arrivés quand même, me semble-t-il. D'accord. Bon, ce qui est déjà très très bien. T'es parti là-bas, donc pour les radioamateurs, mais t'es parti aussi là-bas pour des écoles. Parce que tu avais un programme derrière où tu devais rentrer en contact avec quelques écoles. Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est une partie aussi extraordinaire. Il y a eu un travail fabuleux, et je commençais par le souligner, fait par l'AMSAT France. Je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Donc là, il y a eu un gros travail. Donc, il y avait de mémoire 16 ou 17 établissements scolaires qui s'étaient enregistrés, qui avaient fourni un dossier. On avait pris, en fait, l'AMSAT avait retenu tous les dossiers. Donc, le process était le suivant. On m'a envoyé par Internet quelques jours avant les questions, une dizaine de questions. J'étais chargé de trouver une personne sur la base plutôt un scientifique. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Donc j'ai trouvé sur la base des techniciens, donc le chef cuisinier, l'opérateur radio, etc. Les scientifiques n'ayant pas eu le temps de se libérer pour ça. Mais bon, donc je récupérais les questions, je trouvais quelqu'un qui veuille bien répondre au micro lors du QSO avec les écoles, et on trouvait les réponses. Donc les questions, c'était du style combien il y a de manchots sur l'île, combien il y a d'albatros, un albatros ça mesure combien, un manchot ça pèse combien, enfin ce type de questions, des questions que peuvent poser naturellement des enfants. Ça allait de la maternelle jusqu'à la faculté, hein, donc c'était très varié. Et à heure donnée, il y avait une liaison entre cet établissement scolaire et la station à Crozet avec QO100. J'étais donc en présence de quelqu'un, et cette personne, qui n'était nullement radioamateur, répondait aux questions. Euh, je me suis aperçu, c'était une grande première, donc forcément on découvrait, que partant découvert, les liaisons marchaient très très bien. Je pouvais faire de belles émissions en phonie et également en vidéo, donc pouvoir voir les enfants à l'autre bout, etc. Par contre, dès que le temps était couvert, que la couche nuageuse était surcreusée, j'avais une grosse perte au niveau réception, et là les liaisons étaient nettement plus difficiles. C'est un point qu'on a amélioré par la suite, mais on a découvert ça. Donc j'ai fait, ça c'était le process. Tous les jours, je renvoyais des photos ou des films que j'avais réalisés ou que j'avais empruntés. Donc il y avait une certaine base documentaire, on va dire, qui avait été fournie en amont pour que les enfants ou les enseignants puissent se rendre compte de ce que c'était que la vie à Crozet et avoir des choses à imager. Ça s'est bien passé pendant les 4 ou 5 premières liaisons, et j'ai eu un souci d'émission. Je recevais très bien, mais je ne pouvais plus émettre. Donc après, le process est resté le même, mais c'était plus moi qui faisais l'émission, c'était un radioamateur, ça a été un 3B8, et ensuite, je crois, un gars du Gabon. Donc j'avais la réception des questions, je fournissais les réponses, et c'était donc un ami de l'île Maurice ou du Gabon qui correspondait avec les enfants et qui donnait les réponses de ce que j'avais fourni, ou s'il y avait des questions plus proches sur la végétation ou le climat au Gabon, donner ce qui était au Gabon. On ne disait pas que c'était Crozet, que c'était pas moi, mais au niveau des enfants et des écoles, ça restait quand même tout à fait extraordinaire que de pouvoir parler à quelqu'un à l'autre bout du monde. Ah Donc oui. voilà ce qui est des écoles. C'était vraiment un grand succès. Le prochain projet a doublé cette page-là. Très bien. Et puis en plus, ça montre bien la solidarité qu'il y a entre les radioamateurs. Quand il y en a un qui a un petit souci, il y a toujours quelqu'un pour relayer et pour filer un petit coup de main. Tout à fait. Sur toute cette période-là, est-ce que tu as eu des moments qui t'ont vraiment marqué sur cette expédition?
Écoute, les grands points forts, bon, le moment pour moi qui a été le plus extraordinaire, j'ai participé avec une scientifique au bagage des albatros. C'est un petit peu mis sur le film. Donc pouvoir attraper un albatros, le serrer contre soi avec toute une technique pour pas le blesser ou autre, le tenir, le baguer, etc. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Un albatros, c'est 2,50 m d'envergure, c'est gros comme une grosse oie. Ça, c'est une expérience unique. Voir les 25 ou 30 000 couples de manchots en bas, le raffut que ça fait, les odeurs que ça dégage, etc. Ça aussi, c'est une expérience extraordinaire, mais on la relate bien dans un tas de films. Les autres points, l'expérience humaine, c'est tous ces gens qui cohabitent, qui partagent les mêmes joies, les mêmes peines, car malheureusement, il y en a eu. Ça aussi, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, je disais un mot de Natacha, la Toubib. Moi, il m'est arrivé un incident dentaire. Elle est Toubib, elle n'avait jamais fait de dentisterie. Elle m'a soigné d'une manière remarquable. Ça, c'est aussi des choses qui marquent dans la vie d'un homme. Alors après, bien sûr, il y a le voyage en mer, il y a tout ça, ça marque aussi. Mais au niveau humain, je pense que, et expérience, je pense que les animaux qu'on rencontre, la vie, le partage de vie de ces gens-là, avec ces gens-là, pour moi, c'est vraiment les points forts. D'accord. Donc, On est bien au-delà de la radio, si tu veux. Alors, bien sûr, faire 50 000 contacts, etc., et d'être modestement le centre du monde pendant quelques temps, ou en tout cas le point d'intérêt de beaucoup de gens, bien sûr, c'est excitant, c'est tout ce qu'on veut, mais bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Un tas de gens peuvent le vivre aussi. L'expérience de vie et dans ce contexte-là, avec ces animaux, etc., ça, c'est plus rare, c'est plus remarquable. ah, tu m'étonnes, c'est pas donné à tout le monde et effectivement, t'as dû vivre de très très beaux moments dessus. Tu remballes le matériel, tu reviens en France. Comment c'est traité un petit peu les QSL? Parce que du coup, t'as 50 000, ça se gère pas comme ça. C'est quand même un gros travail à fournir. D'après ce que j'ai vu, ça a été même très rapide. Comment ça s'est passé? Alors, ça, c'était très simple. On revient à un chapitre qu'on a vu tout à l'heure. Pour ça, il y a des gens qui ont l'expérience, qui sont compétents. Donc, il ne faut pas vouloir faire ce que les autres font très bien. Enfin, il ne faut pas vouloir faire soi-même mal ce que les autres font très bien. Donc, là-dessus, c'était Paul, EXV, qui a déjà été manager d'autres expéditions. Alors, comment ça se produit? C'est simple. Avant de partir, on en avait défini une QSL qui s'est faite imprimer durant mon absence, qui a été livrée. Euh, Paul a reçu les QSL et donc je lui ai envoyé tous les jours les logs. Alors après, il en faisait ce qu'il en voulait, il les a triés dans le format qu'il a voulu, etc. Et nous avions demandé que toutes les demandes se fassent par informatique, par Clublog. Oui. Donc très régulièrement, il descendait le fichier, il imprimait les cartes. Et alors c'était souvent des cartes directes, hein, et il a renvoyé les cartes. Là, un petit coup de chapeau. Les tarifs postaux en Allemagne sont nettement inférieurs, très nettement inférieurs en France. Donc en fait, Paul a rempli des cartons à chaussures d'enveloppes contenant les réponses des QSO, donc les QSL, avec l'enveloppe, prêts à être envoyés. Et ces cartons-là ont été renvoyés à un ami en Allemagne, c'est lui qui a tout posté. Et donc la différence de postage, d'affranchissement, nous a permis de réaliser quelques économies qui seront bien utiles. Donc c'est lui qui a géré ça en parallèle de mon trafic. Dès le premier jour, il recevait des cartes par Internet, enfin des demandes par Internet. Et tout ça, ça a été fait, ça a été géré. C'est Paul qui a géré au fur et à mesure. Et nous avions convenu d'une chose. Donc les QSL par Clublog, donc par direct, on avait demandé 5 euros, ce qui couvrait une partie de l'affranchissement, enfin l'affranchissement complet, les impressions, etc. Les frais d'imprimante, de laser, d'étiquette, etc. C'est pas négligeable hein, parce qu'on n'a pas envoyé 50 000 cartes, bien sûr, mais on en a envoyé plus de 25 000. C'est pas négligeable. Donc on n'a pas fait un gros bénéfice sur les QSL, hein, peut-être 1 euro, mais guère plus.
Et par contre, les gens ont dû être satisfaits puisque beaucoup ont donné un petit peu plus. Au retour, je dis qu'on faisait les QSL bureau, qui sont gratuites, qui ont été gratuites. Donc tous ceux qui ont envoyé toujours par informatique une demande de QSL bureau, la QSL a été envoyée gratuitement par le bureau. Et le téléchargement sur LOTW, RRL, a été fait également à mon retour. Donc, quand j'étais sur le bateau, j'ai envoyé les logs à Paul qui les a mis au propre et ça a été fait également gratuitement. Donc, j'espère que ça a été vu comme ça dans un esprit amateur. Je ne suis pas là-bas pour gagner des sous. Euh, les tarifs et les conditions me paraissent tout à fait raisonnables. Au vu des coûts qui ont été engagés par rapport à d'autres, je pense que c'est raisonnable. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Entre autres, tu as eu le prix NCDXF. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors bon, c'était une surprise parce que je savais pas que ça existait et je crois que ni Paul ni personne ne le savait. C'est un trophée qui est délivré tous les ans par la Northern DX Foundation, California DX Foundation, donc par nos amis californiens. Qui récompense ce que eux ont jugé comme étant la meilleure expédition de l'année, alors meilleure, euh, la meilleure dans le sens celle qui correspond le plus en termes de trafic, de qualité de qualité humaine, d'esprit humain, d'esprit radioamateur, etc., de difficulté aussi. Enfin moi, c'est pas simplement le nombre de contacts qui ont été faits, car il y a des expéditions qui en ont fait bien plus que moi. Donc tout ça réuni, ils font visiblement une élection et ils éditent une plaque. Donc c'était la deuxième année et j'ai eu le privilège de nous avons eu le privilège, parce qu'encore une fois, si c'était moi l'opérateur, il y avait derrière, tu l'as noté, Toute une Paul, équipe. Pascal et toute une équipe qui m'a aidé. Donc nous avons eu le privilège de recevoir cet award, ce diplôme cette année-là. Je précise aussi, pour être tout à fait complet, que par la suite, j'en ai reçu d'autres, de d'autres associations nationales ou internationales. On a beaucoup parlé de celui-là parce que c'était le premier, mais devant moi, sur le mur, il y en a affiché un certain nombre d'autres. Et là encore, j'en parle non pas pour dire que je les ai eus, mais parce que d'autres l'ont fait. Et ça récompense le travail de toute l'équipe, de celui qui s'est occupé des QSL, de Paul, des sponsors, de Pascal, le logo, etc., etc. C'est vraiment un travail collectif. Et c'est à eux, autant qu'à moi, sinon plus, que revient toutes ces distinctions. Eh bien, en tout cas, c'était une véritable réussite aussi bien du départ jusqu'à ton retour. Euh, Maintenant, on va regarder un peu le futur. T'as envie de repartir quelque part? T'as déjà des projets? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, alors, chez des projets, là, on touche à un problème beaucoup plus sensible. Alors, nous avons déposé, bon, suite au le retour, donc tu l'as noté, il y a eu un certain engouement. Donc, nous avons déposé un projet pour repartir, cette fois-ci à Kerguelen. Kerguelen étant à l'heure actuelle le numéro 7 des pays les plus recherchés. Donc, nous avons fait un dossier, comme pour Crozet, le REF, qui m'aide dans cette démarche-là, donc officiellement avec le REF, et nous l'avons renvoyé au TAF. L'administrateur a changé, c'est plus le même que celui qui m'avait donné le feu vert pour Crozet. Naïvement, je pensais qu'après la réussite de Crozet, les TAF verraient d'une manière assez positive ma demande. C'est le cas, mais à moitié. Nous avons reçu une réponse de l'administration pour nous dire qu'à l'époque où on veut le faire, c'est-à-dire en fin d'année, le Marion Dufresne sera à quai et donc pendant 3 mois, et donc une opération portuaire, enfin un voyage est annulé et donc reporté sur le voyage où je voudrais partir et le voyage où je vais revenir. Donc il n'est pas possible de partir en fin d'année. Donc nous demandons au TAF, nous avons bon espoir que les TAF nous proposent une autre période pour pouvoir faire ce projet. Aujourd'hui, on en est là, on est dans l'attente de l'administration de bien vouloir avoir une réponse positive
sur ce prochain projet qui sera un petit peu différent dans le sens où je partirai pas tout seul mais avec Pascal. Il n'y a plus 17 écoles, mais plus d'une trentaine d'établissements scolaires qui sont intéressés. Il y aura pas une station QO100, mais deux. Il y a un projet scientifique également. Il y a un laboratoire qui souhaite que nous installions une antenne de manière à suivre un satellite sur lequel ils souhaitent récupérer des données durant notre séjour. Ils n'ont pas de station de réception en océan Indien, donc ils veulent profiter de notre présence pour faire ces mesures. Et il y a également un chapitre protection civile où nous souhaiterions mettre en place durant notre séjour un réseau de sécurité civile entre la place Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur, et Kerguelen, de manière à voir l'efficacité et la réalisation d'un tel réseau en cas de problèmes, de nécessité, comme la sécurité civile le fait régulièrement. Voilà. Donc tous ces projets sont sur le papier et nous espérons tous que l'administration verra d'un bon œil et nous aidera à trouver un moyen pour pouvoir partir à Kerguelen. Mais bon, nous avons bon espoir que ceci se réalise. Oui, j'en doute pas, et ça va peut-être demander un petit peu de temps, et puis tu vas réussir à repartir là-bas. En plus, là, il y a vraiment ça va être encore plus grand, beaucoup plus d'écoles, des expériences, enfin, une réalisation scientifique. C'est un beau projet. En tout cas, on suivra ça avec grande attention. Je te, je Tout te- à fait. Oui. Pour clore ce chapitre-là, pardon, donc si des gens, sur ce que je suis en train de dire ou ce que j'ai dit, veulent des précisions, je ne suis pas l'inconnu du réseau. Mon adresse Internet est sur tous les réseaux, etc. Donc, ils n'hésitent pas à m'appeler ou à m'écrire, comme tu l'as fait, Dimitri, et j'essaierai de répondre à toutes les questions autant que je peux. Alors, de toute façon, oui, effectivement, et juste en dessous, parce que ça, je vais te le demander. Généralement, je le demande en off, mais tu vas voir, ça va être très simple. Je vais te demander de me faire toute la liste de tous les liens où on peut te suivre, puisque ça sera dans les commentaires, et donc les gens pourront suivre ton activité et éventuellement t'écrire ou te donner peut-être un petit coup de main s'il y avait besoin de quelque chose. Alors, écoute, moi, je ne suis pas un grand adepte des réseaux, donc je n'ai pas vraiment de lien, sauf je mets plus ou moins à jour, enfin, je mettrai plus ou moins à jour quand il y aura des informations sur qrz.com. Donc là, donnerai les infos. Dès que je dirais que le projet va avancer, c'est-à-dire qu'on va avoir le feu vert, tout de suite, je préviendrai Jean-Michel Sissagia pour le donner dans la presse spécialisée, le REF, car ça, c'est mon moyen de communication principal, c'est le REF, via son service Internet, via la revue, etc. Et là, j'écrirai des articles pour dire l'avancement du projet, pour donner des photos, etc. Et en parallèle, je pense que Paul remontera un système via Internet pour donner des informations en continu. Mais malheureusement, je pense qu'il faut attendre. Aujourd'hui, le projet, il est là où je le situe, il est en stand-by. Et tant que j'ai pas de nouveau, pour l'instant, j'ai rien à dire. Dès que ça se débloque, je pense qu'on pourra reprendre contact, Dimitri, et je pourrai te donner directement les liens que l'on mettra en place par les uns et par les autres. Ah bien, ça sera avec un grand plaisir. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous as fait rêver, parce que c'est plus d'une heure de rêve, hein, que tu nous as donné. On va suivre toute ton activité. Je te remercie beaucoup pour le temps et je te dis à très bientôt. 73 à toi et à bientôt. Merci 73 à toi, à tous ceux qui nous ont écoutés, et au plaisir, et véritablement, j'espère pouvoir vous recontacter très rapidement depuis une nouvelle destination. Eh bien, nous aussi. À bientôt.